Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Vec, je suis développeuse chez Carnot depuis 4 ans maintenant. Carnot, c'est quoi? Donc Carnot, c'est une start-up dans le domaine de l'agriculture connectée. On propose à nos clients le suivi de leurs travaux agricoles, viticoles, grâce à nos balises connectées. Et ensuite, ils consultent leurs données au sein d'une application web et d'une application mobile. Les clients qui utilisent l'application mobile le font pendant les travaux dans les champs pour connaître par exemple l'avancée de leur chantier. L'app a donc besoin d'être performante à tout instant. Sauf que de notre côté, plus le temps passait, plus on ressentait une incertitude sur sa stabilité et sa pérennité au fur et à mesure des développements. Et l'instabilité de l'app, elle était aussi en grande partie responsable d'un mauvais NPS. Donc NPS pour Net Promoter Score, c'est une métrique de l'expérience client qui va mesurer la probabilité qu'un client recommande notre produit. On a donc décidé d'agir et d'être proactif sur le sujet. Donc je vais vous proposer tout d'abord de faire le tour de l'application V1 via quelques chiffres clés. Le premier chiffre, c'est 2018, donc c'est l'année de mise en production de l'application mobile. Donc on peut presque parler de projet Legacy. 50 écrans qui sont développés entre 2018 et 2024. Donc voici un extrait. On a aussi 70 librairies donc, au sein du package.json. Donc voici un extrait. Certaines librairies donc, sont présentes lorsqu'on initialise un projet React Native et on en a ajouté certaines lorsqu'on avait besoin d'utilitaires ou de composants, par exemple un date picker au sein de l'application mobile. On a un super dossier de test, donc je vous ai volontairement montré le seul fichier de l'application qui est présent quand on initialise un nouveau projet React Native. Certains diront tester, c'est douter. La version de React Native au moment de la migration de l'application en juillet 2024, donc c'est 0.67.4. Donc on avait plus de 2 ans de retard sur la version de React Native. Je vous montre là dans le tableau quelques versions qui sont sorties par la suite pour vous montrer que React Native avançait et que nous on avait du mal à rattraper. Et donc côté intégration continue, donc CI/CD, on avait 5 workflows, on utilisait les GitHub Actions. Le premier workflow, au push develop, on avait notre release manager qui s'occupait de venir taguer notre application en fonction des commits qui étaient appliqués, suivant la convention Angular. Et au push master, on avait 2 workflows. Donc, le premier workflow venait taguer l'application donc avec un tag recette Android build et le numéro de version. Un autre avec le recette iOS build et le numéro de version. Et une fois ces tags apposés, on avait donc 2 workflows qui se lançaient en parallèle. Le premier qui serait le build Android, qui amenait ensuite au submit sur le Play Store en test interne. On avait le build iOS qui lui amenait au submit sur TestFlight étant l'équivalent du test interne chez Apple. Et donc du build jusqu'au submit, c'était un outil qu'on appelle, donc on utilisait Fastlane qui s'occupait de tout ça. Côté expérience développeur, on avait donc un développement en équipe impossible. Impossible de simplement récupérer le projet, d'installer les dépendances et de lancer l'application sur une autre machine que la mienne. Quand mon collègue faisait des modifications pour que ça tourne chez lui, quand je récupérais tout ce qu'il avait fait, ça ne fonctionnait plus chez moi. Pas d'outil de debug fonctionnel, on avait juste la console au sein de notre IDE et pas d'accès aux DevTools malgré plusieurs tentatives de fixe. En mode dev, un temps d'initialisation assez long. Sur Android, pour lancer donc en local, on avait entre 5 à 10 minutes pour le build local, donc du simple au double. Sur Xcode, c'était un peu plus rapide pour iOS, mais toujours assez long quand même. Et enfin, plus gros point noir chez nous, c'était la mise à jour de React Native qui était quasiment impossible. Des semaines entières à essayer de mettre à jour, d'appliquer les diffs et d'avoir un build exploitable sans succès. Donc, quelle solution en 2024? Donc, on s'est fait accompagner sur le sujet pour trouver des solutions. Et pendant nos recherches, c'est présenté à nous Expo. Expo, qu'est-ce que c'est? C'est un framework React Native gratuit et open source. On peut voir ça comme une surcouche à React Native. Il fournit des outils de développement. Quand on n'en a quasiment pas sur sa V1, on est content. Il y a une communauté active. Donc l'équipe d'Expo travaille en collaboration avec les équipes React Native, donc chez Meta, pour intégrer les dernières fonctionnalités du SDK Expo, de React Native au SDK Expo. Et ça fournit également IAS. IAS pour Expo Application Services, donc qui met à disposition une CLI et une web app. IAS, c'est quoi? Ce sont des services optionnels qui vont nous servir à build et à upload notre application.
Et en plus, via la web app, on va pouvoir visualiser, télécharger et lancer nos builds sur les simulateurs directement. Donc quand on voit ça, on a quand même l'impression qu'Expo semble pouvoir répondre à beaucoup de nos souffrances développeurs. Donc est-ce qu'on se lance? Oui, on s'est lancé. Donc à ce moment-là, deux choix s'offrent à nous. Le premier, c'est soit on essaye de migrer le projet existant, soit on initialise un nouveau projet et on rapatrie le code existant. On a choisi la deuxième option, tout cramer pour repartir sur des bases saines. Pour les fans de Kaamelott, vous aurez la ref. Donc comment on fait pour initialiser un projet en quelques secondes? Donc on a une ligne de commande qui est npx create expo-app at latest, donc qui va nous initialiser un projet. Là, j'ai fait le choix donc, de l'appeler app tremplin. Et donc, voici ce qu'on a comme repo au niveau de l'application initialisée. Donc, on a fait le choix de garder la coquille vide, puis on a installé nos librairies externes qui étaient dans l'application V1 dont on avait besoin dans cette V2. On a rapatrié le code existant, donc les fichiers de navigation, les écrans, les composants, les services, et on a croisé les doigts. Point de vigilance, sur les librairies externes, on est quand même au départ sur une app React Native, on migre au sein d'Expo. On a une montée de React Native assez importante. Il faut être conscient qu'on va avoir des librairies externes qu'il va falloir mettre à jour, ou certaines, on va devoir s'en séparer. Donc point de vigilance, chez nous, on a supprimé 9 librairies, parce qu'on ne s'en servait plus vraiment, elles nous apportaient plus grand-chose, ou on l'a fait nous-mêmes. Et en plus, on a remplacé 5 librairies, pour la plupart étaient peu maintenues, et par une alternative, donc remplacées par une alternative qu'on a trouvée au sein d'Expo. Donc là, maintenant qu'on a nos librairies qui sont installées, on va pouvoir passer à la configuration du projet Expo. Afin d'avoir un point de comparaison, je vais vous montrer comment on faisait pour configurer l'app V1. Donc la configuration de l'app V1, donc je vous montre les extraits de 2 dossiers, donc iOS, Android, qui eux donc comportent toute la partie native de l'application mobile. Et donc on passait par ces fichiers de configuration. Au niveau d'iOS, on avait des fichiers clés de config, comme l'appdelegate.m, on avait l'info.plist. Sur la partie Android, on avait Android Manifest, le build.gradle dans le SRC, le build.gradle à la racine. Donc on avait beaucoup de redondances de config à appliquer, à impacter dans chacun de ces fichiers. Et surtout, c'est du code natif. Quand on n'est pas dev Android ou dev iOS, on peut parfois se sentir perdu. Dans cette nouvelle app V2, au niveau de la configuration du projet Expo et des plugins, tout va passer par un fichier qui va s'appeler app.json. Dans ce fichier, on va retrouver le nom de l'application, on va retrouver la version de l'app, on va retrouver également l'icône, donc c'est celle que vous retrouverez sur votre téléphone quand vous aurez installé l'application. On va retrouver les configs liés aux plateformes iOS et Android. On ne peut pas se passer de config liés aux plateformes, mais encore une fois, c'est au même endroit et ce n'est pas du code natif. Et on va avoir aussi la config des plugins, donc c'est la config des librairies externes qui vont se faire à cet endroit-là. Je vous ai mis quelques exemples de config. Donc par exemple, on a le premier plugin, donc Expo Splash Screen. Donc le splash screen, c'est quand on lance une application, le tout premier écran qu'on voit, qui va nous servir un peu de chargement. Et donc ici, je vais par exemple pouvoir lui donner la couleur du background, quelle image je vais utiliser pour mon screen, etc. On va avoir un autre exemple qui est la librairie Expo Font, qui elle va gérer toutes les typos qui sont utilisées au sein de l'application. Donc on va venir lister les typos. Et dernier exemple, le plugin React Native Permissions, qui va donc lister toutes les permissions qui seront demandées pendant la navigation à l'utilisateur. Donc la demande pour l'accès à la caméra, au calendrier, etc. Donc toute la config va passer dans un seul et unique fichier. On a également fait le choix d'utiliser IAS donc pour le build et le submit de notre application. Et donc la config au sein du projet va passer par un seul fichier qu'on appelle ias.json. Et donc on va pouvoir venir passer quelques configurations. Par exemple, pour la partie build, on va pouvoir configurer des profils de build. Par exemple, je vais avoir envie de créer un build de développement pour le faire tourner sur un simulateur ou un émulateur. Et donc, on va lui donner toutes les options nécessaires pour le faire. Un autre type de profil de build, ça va être le profil développement de .device. Où là, pareil, on va avoir besoin de ce build si on a envie de faire tourner l'app de dev sur un vrai téléphone iOS. On ne peut pas passer par un build unique de développement. Et le troisième profil de build, ça va être le build de production qui, lui, a vocation à être amené sur les stores, que ce soit en test ou en production. Au niveau de la CI/CD, je vous remets le schéma de la V1.
pour avoir un point de comparaison. Et donc aujourd'hui, au sein d'Expo, qu'est-ce que ça donne? Donc on a ceci. Le push develop, on a toujours notre release manager qui va venir taguer notre application. Ça, on n'a pas le choix. Par contre, au push master, on n'a plus qu'un seul workflow, une seule GitHub Action qui dure moins de 3 minutes. Cette GitHub Action, et c'est IAS qui va gérer ça, elle va au push master lancer 4 actions côté IAS. La première action, le build Android, le build iOS pour la deuxième, puis le submit Google Play en test interne et le submit sur TestFlight. Et donc, c'est IAS qui va gérer tout ça de son côté. Je me rends ensuite sur mon dashboard Expo, dans lequel je vais d'abord retrouver tous les builds, donc builds de développement, tous les submits sur les stores qui ont été faits. Et donc, je vais retrouver mon build Android qui a été lancé par l'action au Pushmaster, le build iOS, le submit sur Android et le submit sur l'App Store pour iOS. Savoir que pour une app iOS, on a besoin de signer et d'authentifier les builds. Donc, c'est les fameux certificats et profiles, pour ceux qui connaissent. Toutes ces informations, je vais pouvoir aussi venir les stocker dans la config, directement dans le dashboard d'Expo. C'est quand même plus facile d'avoir toutes les infos au même endroit. On va pouvoir aussi avoir des détails de build. Donc, l'exemple ici, c'est un build iOS. On retrouve notamment les logs du build. Quand le build fonctionne du premier coup, c'est pas grave, mais quand un build échoue, c'est toujours plus pratique d'avoir les logs pour comprendre ce qui se passe et pouvoir fixer correctement. Donc tout est au même endroit. Donc on avait quand même avant plusieurs outils pour gérer tout ça. Aujourd'hui, tout est au même endroit. C'est un gain de temps non négligeable pour l'équipe. À cette étape, on a une application V2 qui peut être mise en production et qui peut remplacer l'application V1. Une de nos grosses problématiques en V1, c'était qu'il était difficile de mettre à jour la version de React Native. Au sein d'Expo, mettre à jour React Native, en fait, ça va passer principalement par la mise à jour du SDK Expo qui va embarquer une montée de version de React Native. Donc chez Carnot, on a récemment, au sein de l'équipe, expérimenté la mise à jour du SDK d'Expo en passant donc de la version 51 à la 52 et on va voir comment ça se passe. Cette mise à jour vers le SDK 52, elle va inclure la mise à jour de React Native, qui n'était pas une masse à faire auparavant. Elle va inclure de nouvelles fonctionnalités, nouvelle API, nouveaux packages, et aussi une mise à jour des librairies tierces supportées dans les versions compatibles avec la nouvelle version du SDK Expo. On va voir après comment ça se passe. La première étape, donc, on va installer la nouvelle version du SDK Expo. Donc en ligne de commande, donc yarn expo install expo at latest. Puis une seconde ligne de commande qui sera npx expo install-fixe. Cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Expo va parcourir toutes les librairies qu'on a dans le package.json. Elle va dire, OK, tu utilises telle librairie. Je vois que tu veux passer au SDK 52. On te conseille de mettre à jour toutes ces librairies dans telle version pour qu'elles soient plus compatibles avec le SDK d'Expo. Et nous, au moment de cette migration, on a 34 librairies externes qui ont été mises à jour de cette façon-là automatiquement. Étape numéro 3, parce que Expo ne fait pas encore le café, malheureusement, on ne va pas y couper. On va devoir parcourir les changelogs du SDK 52 ainsi que des librairies tierces qui ont été mises à jour pour fixer ce qui potentiellement est cassé ou déprécié. Une fois qu'on est prêt, on va donc lancer un build pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là, le build, on va lancer un build de développement parce qu'on va essayer sur émulateur et simulateur et on va le lancer via la ligne de commande. Et donc, côté IAS, ça va générer deux actions, l'action du build Android en développement et du build iOS en développement. On retrouvera également un accès directement au dashboard Expo via les URL dans le terminal. Côté expérience développeur, voilà, moi j'avais aussi la tête là devant mon écran. Pourquoi? Parce qu'il s'est juste écoulé 15 minutes entre la première commande d'installation du SDK Expo et la commande de génération des builds. 10 minutes après, j'avais un build Android dispo en test et 20 minutes après, un build iOS dispo en test. De notre côté, il faut compter au minimum 2 jours donc pour fixer les breaking changes des librairies externes du SDK Expo, forcément. Mais comparé à des mises à jour sur la V1, il n'y avait pas photo, clairement. À ce moment-là, on a un build fonctionnel dans lequel on utilise la dernière version du SDK Expo. On a mis à jour React Native et certaines librairies externes. Et donc la question là, aujourd'hui, c'était est-ce que Expo change la donne?
Oui, Expo change la donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une application plus développeur-friendly au quotidien. Et surtout, on a une mise à jour de la stack plus facile qu'avant, une résolution de bugs plus rapide à amener en production grâce à IAS Update. IAS Update, donc, ça permet de faire des mises à jour OTA, donc over the air, sans repasser par la validation des stores, ce qui est quand même incroyable. Par contre, bien sûr, c'est uniquement dispo pour la partie JavaScript, le style et les images, pas sur les parties natives où là, il faudrait repasser par un build. On a pu faire tourner l'application sur un nouvel ordinateur en moins de 3 heures. Donc attention, je compte aussi l'installation de l'environnement de dev et des outils nécessaires pour faire tourner une app React Native sans forcément parler d'Expo. Et chose incroyable, personne n'y croyait, même pas nous, on a écrit nos premiers tests end-to-end. On a utilisé Maestro, donc c'est un framework pour les tests, et les premiers résultats sont assez concluants. D'un point de vue utilisateur, les premiers utilisateurs ont été les équipes support et care chez Carnot. On a eu des retours immédiats sur une initialisation de l'application plus rapide, sur une fluidité de la navigation et une rapidité d'initialisation des écrans de cartographie, et les retours positifs spontanés de certains clients qui nous ont fait part d'une amélioration de leur expérience de navigation in-app. On espère une remontée du NPS. Il faut savoir que là, il s'est écoulé donc 6 mois entre l'initialisation du projet et la mise à jour de l'application V2. Mais ça ne reflète pas vraiment la réalité. Entre-temps, il y a eu les vacances d'été. On a fait des développements nécessaires sur l'application V1, donc pendant qu'on est sur la V1, on n'était pas sur la V2. Et surtout, on a profité de cette migration pour revoir l'arborescence des fichiers et des dossiers, et surtout intégrer TypeScript en mode allégé, mais ça a nécessité un peu de travail. Aujourd'hui, 6 mois après sa mise en production, on ne regrette pas notre choix d'Expo. Et personnellement, je ne peux que conseiller ceux qui hésitent à tenter l'expérience. Aujourd'hui, on a une application plus stable et une équipe moins stressée. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis un petit QR code, il va renvoyer vers un repo GitHub et contient tous les liens vers la doc des outils que j'ai mentionnés là aujourd'hui. Et si vous souhaitez, je reste disponible pour échanger à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Ça marche. Oui. Comment vous avez découvert l'outil et est-ce qu'il y a d'autres outils qui font à peu près la même chose Donc pour la partie React Native, oui, je répète la question. Est-ce qu'il existe d'autres outils et comment on a trouvé cet outil? C'est bien, j'ai rien oublié. Donc pour bosser avec React Native, Expo, j'ai une alternative, j'ai pas vu tout ce qu'apporte Expo, j'ai pas d'autre alternative à proposer. Comment on l'a trouvé? Personnellement, j'avais déjà travaillé avec Expo bien avant. Le projet n'était pas avancé comme il est aujourd'hui. Ils ont vraiment bossé dessus et ça prend des proportions assez dingues. Et donc, je connaissais Expo et on s'est fait accompagner justement sur cette migration, quel outil on pouvait utiliser avec les moyens qu'on avait. Et Expo cochait quasiment toutes les cases. Voilà. Ouais. Dans la V1, qu'est-ce qui rendait difficile la montée de version de React Native? Alors la question c'est, dans la V1, qu'est-ce qui rendait difficile la montée de version de React Native? Alors on avait un projet avec de la configuration un peu à droite à gauche, dans des fichiers de config et un peu de config legacy aussi, qui en fait React Native pour les migrations mettent un fichier de diff. Disent voilà, vous êtes en telle version de React Native, vous voulez migrer en telle version, voici le diff et voici ce que vous devez appliquer à tel et tel fichier. Et nous, en suivant scrupuleusement tout ce qui était conseillé, ça ne fonctionnait pas. Et on pense qu'il y avait, on voyait le projet comme un projet un peu vérolé, avec des configs à droite à gauche assez spécifiques et qui au final ont rendu cette migration très très difficile, voire impossible. Voilà, de rien. Oh. C'est tout.